Bonjour Vincent Coussedière. Bonjour. Votre livre, c'est l'éloge de l'assimilation autour de toutes ces questions d'immigration. Et avant de voir l'assimilation précisément, dans les premières pages, vous portez une définition de quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié. On en parle comme si c'était un lieu commun. C'est l'immigration en tant que telle, quoi. Rapprochez-vous du micro. Oui, tout à fait. Eh ben oui, j'essaie de partir un petit peu d'une définition de l'immigration, hein. Et j'essaie de partir aussi de l'idée que, c'est un phénomène social très particulier, l'immigration, et dont on peut s'étonner légitimement. Oui. Ça va pas de soi, ni pour les immigrés, ni pour les accueillants, d'avoir cette démarche, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que la définition de l'immigration? C'est celle de l'ONU, hein. Un immigré, c'est un étranger qui vit dans un pays, Mhm. depuis plus d'un an. Voilà, ça c'est la définition un petit peu officielle, juridique de l'immigration. Et donc je pars de cette définition et je dis, c'est un phénomène social particulier qui a longtemps été l'exception, surtout en Europe, et qui est devenu la règle. Mais ça n'est en aucun cas un phénomène naturel, et on peut s'étonner et réfléchir sur ce phénomène sans être soupçonné immédiatement de xénophobie, de racisme, etc. Oui. Mais ça, on a du mal à faire cet exercice. C'est ce que vous dites, quoi. Y compris dans les milieux scientifiques, intellectuels, sur l'immigration. Alors, c'est aussi le point de départ de ma réflexion. Pourquoi est-ce qu'on a du mal de parler de ce phénomène sans tout de suite être intimidé par certaines accusations, alors que c'est un phénomène social? Alors, mon hypothèse, c'est que si on a du mal à parler de ce phénomène, c'est qu'il a été en fait recouvert par une forme d'idéologie culpabilisatrice et qui intimide les meilleurs intellectuels, hein. Et donc, j'essaie de commencer par faire la généalogie de cette idéologie, hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette idéologie qui veut nous faire croire que l'immigration est un phénomène naturel et qui veut nous empêcher de la penser, de la réfléchir, hein. Et réfléchir à l'immigration, ça n'est pas être contre les immigrés, Oui. hein. C'est réfléchir à un phénomène social. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être pour ou contre les immigrés. Mais Vincent Coussedière, certains vous rétorqueront que finalement l'immigration a toujours existé quand même aussi, plus ou moins dans le monde. C'est-à-dire qu'on bouge, on va d'un territoire à un autre pour essayer de trouver des meilleures conditions de vie, non? Alors, ça, effectivement, ça fait partie je dirais, peut-être des bases, des principes qui sont mis en œuvre par l'idéologie, ce que j'appelle l'idéologie migratoire. Ouais. C'est dire que l'homme est au départ un animal migrant. Alors bien sûr, des migrations, il y en a toujours eu dans l'histoire. Mais c'est pas parce qu'il y a toujours eu des migrations dans l'histoire que ça veut dire que c'est la règle et non pas l'exception. Pour moi, si vous voulez, mais en reprenant une vieille tradition philosophique, je n'invente rien. La règle, c'est que l'homme est un animal social, Aristote. Et donc, un animal qui a besoin de se construire à partir d'un chez-soi, et de se construire justement par assimilation. Ce que j'appelle l'assimilation, j'essaie de la penser à un niveau fondamental, anthropologique. L'assimilation, c'est pas seulement pour les étrangers. Toute personne s'assimile à une société et se construit par assimilation. Or, une idéologie, que j'appelle l'idéologie migratoire, veut nous faire croire que ce qui est premier, c'est la migration, c'est le déplacement. Mais qu'est-ce qui va nous permettre de nous déplacer et de migrer? C'est que déjà, nous avons un minimum de construction de nous-mêmes qui nous permet justement de nous déplacer, parce que nous déplacer, voyager, c'est pas évident. Il faut déjà avoir un minimum de force. On présente les immigrés et l'immigration seulement comme étant quelque chose qui touche les gens qui sont dans la pure nécessité, qui n'ont aucun choix, et qui doivent migrer, si vous voulez. Mais je pense que le phénomène est beaucoup plus complexe que ça. Oui, d'autant que vous revenez aussi sur toute l'histoire, et avant de voir l'assimilation aussi, il y a l'immigration ces 50, 60 dernières années en France, qui a été quand même aussi déclenchée en partie par des Français eux-mêmes, qui ont fait venir aussi des populations. Absolument, absolument. Alors là, il y a plusieurs niveaux. Mon livre ne porte pas, je dirais, c'est pas une histoire de l'immigration. C'est plutôt une histoire de l'idéologie, de la manière dont nous nous représentons l'immigration. Mais vous avez tout à fait raison. Dans le cas français, ça a été montré par les historiens de l'immigration, comme Gérard Noiriel. Dans le cas français, l'immigration, elle débute véritablement
au 19e siècle, immigration italienne, portugaise, polonaise, etc. Mais l'idéologie migratoire voudrait nous faire croire que l'immigration est un phénomène qui a toujours été. Fernand Braudel montre qu'il y a une très grande constance de la population française et que l'immigration est un phénomène, somme toute, assez récent. Si on a une conception de la construction française de longue durée. Et c'est pour ça que vous dites que ça devrait susciter l'étonnement, encore aujourd'hui, quoi. Malgré ça. Mais ça suscite l'étonnement. Puisque, si vous voulez, ça c'est une espèce de tabou, ça suscite l'étonnement des populations européennes, l'immigration suscite l'étonnement, a suscité l'étonnement, puisque c'est pas du tout comme ça que se sont construites les sociétés européennes. C'est très différent dans le cas américain, puisque le cas américain est une société de migrants, justement. Et souvent, si vous voulez, on fait ce parallèle entre l'Europe et les États-Unis, qui est totalement biaisé. Nous n'avons pas la même expérience historique. Ce que je dis ne veut pas dire que c'est pas être pour ou contre, c'est pas être immigrationniste, anti-immigrationniste, c'est d'essayer de réfléchir à la signification du phénomène, comme phénomène social. Oui, et il y a un chapitre toujours dans cette définition de l'immigration. L'immigré, c'est l'aboutissement aussi du transfert victimaire, là, aujourd'hui. Alors... Oui, donc là, ça renvoie à celui-là. C'est la figure de l'immigré, quoi. Voilà, c'est ça. Le début du livre, c'est d'analyser ce que j'appelle l'idéologie migratoire, qui veut présenter l'immigré comme une victime. Et j'essaye de montrer que l'origine de cette idéologie, on la trouve chez Jean-Paul Sartre. C'est-à-dire que c'est très ancien, en fait. Ça, c'est peut-être un apport du livre, c'est que quand on réfléchit à ces questions, on est le nez un petit peu sur l'actualité. Mon hypothèse, c'est que, si vous voulez, on trouve chez Jean-Paul Sartre, donc après-guerre, dans plusieurs textes de Sartre, dans Réflexions sur la question juive, dans d'autres textes de Sartre, la préface à Frantz Fanon, etc., d'autres textes que je cite, on trouve chez Sartre ce que j'appelle un peu le transfert victimaire. Sartre, à l'origine, souvent on nous le présente comme un marxiste. Sartre, c'est celui qui a dit le marxisme, c'est l'horizon indépassable de notre temps. Bon. Mais en même temps, c'est un marxiste assez spécial, Sartre, parce que les vrais marxistes, la victime, c'est le prolétariat. Voyez. Alors que lui, non, il s'intéresse à d'autres victimes, à ce qu'il considère comme des victimes. Voilà, c'est ça que j'appelle le transfert victimaire que Sartre va mettre en place. Et la victime, ça n'est plus le prolétaire, mais la victime, ça va être justement, le juif, le noir, l'immigré, pourquoi pas la femme, etc. Si vous voulez, voilà, Sartre, c'est celui qui va avoir une théorie beaucoup plus large et beaucoup plus générale et beaucoup plus abstraite. La victime, l'opprimé, c'est plus le prolétaire, mais c'est toutes sortes d'identités qui vont devenir ce que j'appelle des identités victimaires. Et qui nous ramènent au débat du moment aujourd'hui, les questions que l'on retrouve à travers les facultés, les universités, et puis dans le débat c'est ça médiatique. Qui est saisissant dans les citations que je donne dans le livre, si vous voulez. C'est tous ces problèmes dont on parle aujourd'hui sont déjà anticipés. Allez, on va poursuivre avec vous dans un instant, Vincent Coussedière, et vous nous appelez au 0826 300 300, éloge de l'assimilation. On a beaucoup parlé de l'immigration là dans un premier temps. On va voir aussi de l'intégration à l'inclusion, l'abandon de ce que vous dites de l'assimilation. On voit ça ensemble dans un instant sur Sud Radio. Vincent Coussedière, on a vu dans la première partie donc la définition de l'immigration qu'on avait un petit peu oubliée. Et à cette occasion aussi, vous avez rappelé que beaucoup des idées qui sont discutées actuellement viennent notamment de Jean-Paul Sartre sur les minorités, sur la défense des immigrés et pas forcément la défense, comme vous l'avez dit, des opprimés tels qu'on l'entendait avec l'aspect marxiste normalement de Sartre. Venons-en donc au second chapitre de votre livre qui est donc sur l'assimilation. Vous dites de l'intégration à l'inclusion, il y a l'abandon de l'assimilation. Qu'est-ce que l'assimilation déjà dans un premier temps avant de voir pourquoi on l'a abandonné dans notre société? Alors, si vous voulez, mon livre cherche à réhabiliter la notion d'assimilation. C'est un dossier d'ailleurs assez actuel. Vous avez vous-même reçu Lydia Guérousse, vous avez reçu Claire Koch. Il y a un jeune historien brillant, Raphaël Dohan, qui vient de faire un bouquin sur l'assimilation. Donc c'est un dossier qui monte l'assimilation, comme autrefois montait le dossier du populisme.
c'est un dossier qui monte et j'essaie de repenser l'assimilation, de comprendre pourquoi on a peur de l'assimilation. Alors, pour aller rapidement, c'est complexe. Hein, j'essaie d'avoir une approche philosophique des choses. Pour aller rapidement, ce qu'on reproche à l'assimilation, c'est de détruire finalement l'identité de la personne assimilée. Hein. L'assimilation, souvent la métaphore qu'on utilise pour l'assimilation, c'est un peu la digestion, vous voyez. C'est-à-dire la digestion, elle détruit les aliments pour les digérer et elle les assimile. Or, je pense que cette conception de l'assimilation, qui est tirée de la biologie, est totalement fausse quand on veut penser l'assimilation sociale. Et j'essaie de penser l'assimilation à un niveau fondamental. Assimiler, ça veut dire se rendre similaire. Et se rendre similaire, ça veut dire un effort, une volonté, un désir de la part de la personne qui cherche à être similaire. On n'est pas assimilé contre soi-même, contre sa volonté. Hein, donc l'assimilation, je la défends parce que je dis qu'elle est nécessaire pour une démocratie, parce qu'une démocratie repose sur une volonté générale, et une volonté générale repose sur un minimum de similarité, sur des principes, sur les valeurs, etc. Voilà. Et donc, si vous voulez, l'assimilation, c'est quelque chose qui est la condition de la démocratie, et c'est pas quelque chose qui doit être pensé comme un meurtre identitaire, une destruction de l'identité. Tu es de l'identité de quelqu'un pour qu'il se fonde dans la masse, quoi, grosso modo. Voilà, mais ça c'est la critique qu'on fait de l'assimilation. Mais du coup, on postule une identité. On postule que chacun aurait une identité. Non, mais une des difficultés derrière, Vincent Coussetière, c'est de se dire, oui, mais la personne, pour qu'elle soit assimilée, il faut qu'elle abandonne un certain nombre peut-être de ses valeurs pour respecter les valeurs d'un pays. Bien souvent, en fait, c'est ça, quoi. On dit en France, certaines populations doivent respecter nos valeurs républicaines. Voilà. Alors, on pense l'assimilation, effectivement, comme un renoncement, un abandon, comme quelque chose de violent. Hein. L'abandon d'une religion, ou alors en tout cas... Voilà. Alors, bon... alors que l'assimilation peut être pensée comme un processus qui n'est pas un processus de pur et simple abandon, mais qui est un processus de transformation de ce qu'on était. Ce qui s'impose à tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement aux étrangers que l'assimilation s'impose. L'assimilation s'impose aussi aux nationaux. Par exemple, la construction nationale française s'est faite sur une forme d'abandon, entre guillemets, de transformation des langues régionales. Mais cette transformation était un enrichissement. Donc, comme on a eu peur de ça, on est passé à l'intégration. On a dit, non, il ne faut pas détruire l'identité des étrangers, etc. Et donc, il faut séparer le privé et le public. Il faut respecter l'identité dans le privé et demander dans le public l'intégration des lois, etc. Et ça, je remets en cause. Ça date beaucoup des années 80, hein, c'est ça, non? Vous faites référence à SOS Racisme, etc., toutes les associations. Alors, je dirais le modèle de l'intégration, c'est un modèle qui va se développer à la fin des années 80, suite à la fameuse affaire des foulards de Creil en 89. On va avoir le Haut Conseil à l'intégration qui va se former et on va penser trouver la solution, qui est d'ailleurs, peut-être c'est une partie de la solution, mais peut-être que c'est un petit peu simplificateur. On pense qu'on va trouver la solution dans une distinction entre le privé et le public. On respecte l'identité de l'étranger dans le privé et on lui demande simplement de s'intégrer dans la sphère publique, c'est-à-dire de respecter les droits et les devoirs, de participer aux lois en étant électeur. Tout ça est tout à fait justifié. Mais la naïveté, c'est de croire qu'il y a une pure séparation entre le privé et le public. Et que du coup, il ne peut pas y avoir des contradictions entre le privé et le public. D'où les frottements actuels, quoi. D'où les frottements actuels. Les difficultés, quoi. Vous ne pouvez pas être habitué, par exemple, dans le privé, à une place de la femme ou à une secondarisation de la femme dans l'espace privé, et dans le public, à être tout à fait ouvert à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc il y a plutôt une articulation entre le privé et le public qu'une simple séparation, opposition. Et ça rend impossible aujourd'hui, alors, cette revendication d'une assimilation dans la société française? Non, je ne pense pas du tout que l'assimilation soit impossible. L'assimilation, c'est une relation. Alors là aussi, vous voyez mon effort, il cherche à ne pas être dans les caricatures qui s'affrontent. L'assimilation, c'est une relation. Ça veut dire que ça demande un effort des deux côtés.
ça demande un effort de la part de la personne qui veut s'assimiler et un désir. Parce qu'on ne s'assimile pas à quelque chose si on n'a pas du respect sur cette chose-là. Et ça demande un effort de la part de l'accueillant qui lui aussi doit montrer en quoi il est intéressant de s'assimiler et en quoi on peut désirer s'assimiler. Si on a honte de ce qu'on est, on ne va pas pouvoir proposer l'assimilation. On ne s'assimile pas à rien, on s'assimile à quelque chose. Allez, au 0826 300 300, on nous appelle et c'est Mohamed qui est en ligne avec nous de Perpignan. Bonjour. Oui, bonjour à votre invité. Oui, Vincent Coussaudière, sur l'éloge de l'assimilation. Alors, en entendant Vincent Coussaudière, quelle réflexion ça amène chez vous, Mohamed ? S'assimiler, mais je sais pas, ce mot, je veux dire, je suis arrivé en France il y a quelques années, en 65 avec ma famille. Bon, mon père était déjà là parce qu'il est venu pour travailler, pour d'autres raisons. Et donc, s'assimiler, moi je veux dire, je suis arrivé peut-être très jeune avec une certaine idée de la vie. Bon, je me suis vite adapté et chez moi, c'est pareil, mais je me suis aperçu, mes amis, ça a été des Italiens, des Portugais, des Espagnols. J'ai grandi avec eux, j'étais au primaire avec eux. Après, ça a été, bon, un peu plus compliqué pour nous, peut-être parce qu'on n'avait pas un petit peu cet accueil qu'ils ont eu. Même que, je veux dire, ça a été très, très difficile pour eux, hein, je veux dire. Oui, bien sûr. Mais peut-être un peu plus compliqué pour nous par rapport et pourtant, dans la rue, je parlais français, je veux dire, par rapport à mes origines, à ma couleur, pourtant, voilà. Et je pense qu'on n'a pas eu l'ascenseur social que ces gens ont eu. Et donc, peut-être... le mot s'assimiler, j'aime pas trop, mais peut-être ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une population qui est arrivée d'Afrique du Nord, enfin du Maghreb et maintenant d'Afrique, c'est plus compliqué peut-être. Elle arrive avec ses coutumes, qui a du mal peut-être pour certains, hein, une minorité, à s'adapter. Et puis bon, l'ascenseur social qu'il y a eu pour les autres émigrés, que ce soit polonais, espagnol, italien, portugais, ben ils l'ont pas. Oui. Et pourquoi vous dites, Mohamed, c'est intéressant, j'ai du mal avec le mot assimilation. Parce que c'est vrai, et c'est exactement ce que dit Vincent Coussaudière en fait, dans son livre, c'est un peu tabou ce mot assimilation. Ben, je sais pas m'assimiler à quoi, mais je veux dire, de toute ma tendre jeunesse, j'ai grandi avec des gens de toutes couleurs, puisque mes amis d'origine européenne, qu'on appelle maintenant des pieds noirs, c'est des enfants comme moi qui ont été à l'école avec moi. Je veux dire, c'était nous, je veux dire, ben on partageait un petit peu, on partageait tout, les fêtes, on partageait les habits, on partageait notre nourriture, donc on partageait. Et puis, bon, je veux dire, je suis arrivé dans un monde où il a fallu que je m'adapte, mais au départ, bon, moi, tout ça, c'était naturel pour moi. Je veux dire, ça se faisait naturellement. Oui, peut-être que les choses ont changé. Vincent Coussaudière, vous avez entendu Mohamed qui dit oui, c'est pas simple ce mot. Finalement, ça devrait être naturel, quoi. Mais en même temps, ce que nous dit Mohamed et ce qu'il nous montre, c'est qu'il est parfaitement assimilé. Il parle parfaitement la langue, ça lui semblait naturel de s'assimiler. Alors après, le fait qu'il remette en cause, ou il se demande si l'ascenseur social a vraiment fonctionné pour tout le monde. Et surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le problème du travail aussi. Le travail, c'est aussi un des moyens de l'assimilation. Donc voilà. Après... assimiler, je pense que la difficulté qu'on a avec ce mot, assimiler, on pense que ça veut dire être identique. Alors que non, assimiler, similaire, ça veut dire semblable, ressembler. Ça ne veut pas dire qu'on est exactement identique et il ne s'agit pas de renier des origines, de renier un parcours, mais c'est être semblable sur un certain nombre de points fondamentaux. Et la langue est un point fondamental. C'est ça, il faut un certain nombre de critères et de facteurs qui sont incontournables. On ne peut pas contourner certains critères qui permettent tout simplement une véritable vie commune. Il y a une expression très à la mode, c'est vivre ensemble. Mais vivre ensemble, on l'utilise aujourd'hui un peu plutôt comme vivre dans un ensemble. Mais vivre ensemble, c'est beaucoup plus fort que ça. Comme l'a dit monsieur, c'est partager des choses communes. Et sur un certain nombre de fondamentaux. Et c'est ça qui permet la vie commune et la démocratie. Parce que démocratie veut dire démos. Et donc veut dire
une volonté générale. Et encore une fois, il n'y a pas de volonté générale s'il n'y a pas de principes communs fondamentaux. Oui, oui. Ça vous parle, ça aussi, Mohamed, non, ce que dit à l'instant Vincent Cosselière? S'assimiler, moi je veux absolument pas oublier mes origines. Non. Je m'appelle Mohamed, je le porte très bien. Bien sûr. Il se trouve que je suis athée, donc ça me pose aucun problème. Je suis marié à une Européenne, donc j'ai des enfants qui sont métissés et on se porte très bien. Et dans ma famille, et j'ai de toute origine, des gens d'origine espagnole, portugaise, allemande, je veux dire algérienne, marocaine, on vit très très bien. Bien sûr. Et on vit ensemble. Voilà, peut-être c'est là aussi qu'on ne veut pas comprendre qu'on peut vivre ensemble. On peut, quand il y a la bonne volonté de tout le monde, on peut vivre ensemble. C'est vrai que c'est difficile. Après, bon, moi, je vois un petit peu avec mes amis autour de moi d'origine européenne. Je veux dire, professionnellement, moi, c'était très, très, très compliqué pour moi, pour avoir des postes à responsabilité, même au niveau scolaire. Je veux dire, je suis arrivé d'Algérie très jeune, donc on m'a dit... au primaire, on m'a dit, vous savez, monsieur, vous parlez, monsieur, on m'a dit, gamin, tu parles pas bien le français. Bon, bon, au lieu d'aller au CM2, par exemple, j'étais au CE1. Et pareil, j'ai vraiment galéré pour me frustrer, bon, pour arriver après. Par la suite, bon, j'ai fait un apprentissage à 14 ans parce que chez moi, il fallait se nourrir, on était 8 dans la famille. Et ben, c'est pareil, là, on m'a dit tout le contraire de ce qu'on m'a dit à l'école. Un CAP, ça sert à rien. J'ai passé un CAP un cours du soir, j'ai passé un brevet de maîtrise un cours du soir. J'étais au CNAM, pareil, pendant 3 ans en cours du soir. Et malgré tout ça, on m'a dit non, tu comprends, tu ne peux pas avoir un poste à responsabilité. Voilà, on m'a carrément... je me suis battu très durement par rapport à mes amis d'origine européenne qui sont arrivés, certains qui sont arrivés en France après moi. Il y a un point très... Je peux intervenir? Oui, allez-y. Il y a un point très important là-dessus, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, mon collègue aussi, Raphaël Dohan, dans son livre, le souligne, c'est que l'assimilation ne peut pas fonctionner si vous voulez, elle n'est pas, comment dire, sanctionnée, enfin pas sanctionnée, mais si elle n'a pas une sorte de bénéfice qui est une reconnaissance sociale, et qui est vraiment que l'ascenseur social fonctionne. C'est la condition de réussite aussi de l'assimilation. Parce que cet effort d'assimilation, qui n'est pas facile, eh bien, il doit déboucher sur une égalité à ce point de vue-là. Hein. Donc ça, c'est évident. Hein. Une autre chose, l'assimilation et l'idéal d'assimilation, c'est le contraire du racisme. Puisque le racisme, c'est croire que les gens sont enfermés dans une catégorie raciale, de peau, etc. Et donc... Et un rejet, quoi. Voilà. Et donc, ils ne peuvent pas rentrer dans le processus d'assimilation imitative, j'insiste là-dessus, qui est une action sociale. Imiter. Et imiter peut nous transformer. Et le racisme, c'est le contraire, puisque chacun est enfermé dans son déterminisme racial, etc. Alors, en conclusion, Vincent Cosselière, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre en place pour essayer de remettre cette assimilation au goût du jour et l'imposer peut-être à travers l'école, à travers dans les quartiers, alors etc. justement, là je me méfie beaucoup parce que, si vous voulez, c'est pas avec des mouvements de menton et avec un volontarisme abstrait qu'on va réhabiliter l'assimilation. C'est ce que j'essaie d'apporter à partir de la pensée de Gabriel Tarde, le grand sociologue. C'est-à-dire que l'assimilation, elle a des conditions de possibilité. Elle est à la fois nécessaire pour la démocratie, comme je l'ai expliqué, mais en même temps, elle est fragile, elle est difficile. Et donc, si vous voulez, dire, voilà, c'est juste une question de volontarisme, et puis maintenant, on va assimiler, etc., c'est très idéaliste, et ça peut être contre-productif. Donc, les conditions de possibilité de l'assimilation, c'est que, d'une part, eh bien, nous sortions de l'idéologie migratoire de Sartre, et c'est-à-dire que nous cessions d'avoir honte de nous-mêmes. On ne peut pas assimiler si on n'est pas fier de ce qu'on propose. Et par ailleurs, c'est aussi que l'assimilation n'est pas forcée, justement. L'assimilation, elle suppose un désir de s'assimiler. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui rejettent l'assimilation ? Alors là, d'un côté comme de l'autre. Ah ben là, là, effectivement, là, si vous voulez, là, le problème, c'est plutôt un peu le problème, d'ailleurs, la problématique du livre de Lydia Guéros. Hein. Et c'est-à-dire que là, on est sur des questions, si vous voulez, politiques. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au fait que nous ayons renoncé à l'assimilation ? Et que, attention, parce que renoncer à l'assimilation, ça, c'est un point important. C'est qu'on a laissé les étrangers, ou même pas des étrangers,
tout simplement des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont français, etc. Mais on les a laissés s'assimiler à autre chose. C'est-à-dire que, de toute façon, il y a toujours assimilation. La question, c'est pas assimilation ou pas, mais c'est assimiler qui et à quoi. Mais de toute façon, l'homme a besoin de s'assimiler. S'il ne s'assimile pas à la nation, il va s'assimiler à un groupe, à une bande, etc., etc. Vous voyez, les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, de bandes, ce sont des jeunes qui n'arrivent plus à se construire par assimilation imitative et qui sont dans des phénomènes d'assimilation, mais assimilation à des bandes. À des bandes, oui, absolument. Voilà. Merci beaucoup, Vincent Coussaudière. Éloge de l'assimilation, un critique de l'idéologie migratoire. C'est aux éditions du Rocher. Merci d'être venu. Merci à Mohamed aussi qui était en ligne avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci.